Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce mercredi 21 novembre, les boulangers du Morbihan vont-ils désormais travailler 7 jours sur 7 ? La Fédération des entreprises des boulangeries le souhaite, mais tous les commerçants ne sont pas d'accord. Portrait aussi dans ce journal d'une agricultrice bretonne. Ces femmes vont se retrouver pour un congrès dans la région. Alors comment leur place a évolué dans le monde agricole ? Nous verrons cela. Et puis dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, vous découvrirez les vides-greniers permanents. Depuis la semaine dernière, 4 magasins de ce type existent en Bretagne. Et nous ouvrons ce journal avec la démission d'Alain Masson, le premier vice-président de Brest Métropole et adjoint au maire de François Cuyandre. Bonjour Hervé Chambonnière. Bonjour. Cette démission fait suite à l'audition de l'élu ce vendredi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Vous aviez justement publié un article ce matin dans le Télégramme sur les révélations de cette audition. Oui, alors entendu vendredi par la police judiciaire, Alain Masson, vice-président de Brest Métropole, deuxième adjoint au maire et actuel président de l'association des élus socialistes de Brest à Viva Brest, a indiqué qu'il percevait en plus de ces 2 indemnités d'élus, une 3e indemnité au titre de président de l'association. Premier problème, cette indemnité n'a fait l'objet d'aucun débat et d'aucun vote. Elle n'était, semble-t-il, connue que du trésorier de l'association Jean-Luc Pollard, également adjoint au maire et vice-président de Brest Métropole. C'est d'ailleurs lui qui l'avait autorisé. Second problème, ces indemnités n'ont pas été déclarées au fisc. À combien s'élève cette indemnité, justement, Hervé ? Alors 3 470 € par mois, au moins depuis 2014. Ces 2 autres indemnités, parfaitement transparentes et déclarées, elles, sont de 4 400 €, ce qui fait un total de 7 900 € par mois. Ces découvertes, justement, ont été faites dans le cadre d'une enquête sur l'association Vivre à Brest. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ? Alors oui, la quasi-totalité des élus socialistes brestois avaient autorisé le versement de leurs indemnités à leur association qui leur redistribuait ensuite tout ou partie. C'est un dispositif qui est proscrit en droit administratif. La règle est le versement direct aux intéressés. Cela permet notamment d'éviter de mélanger argent public et argent privé. C'est aussi une garantie de liberté pour les élus. Pour les responsables de l'association, au contraire, le but était vertueux et parfaitement légal. Il s'agissait d'un système d'entraide entre élus. Les mieux lotis aidaient ceux qui l'étaient moins. Le problème contesté par les intéressés est l'opacité de cette association. Il n'y avait ni AG, ni compte-rendu, ni bilan comptable, aucun contrôle. Aucun élu ne savait qui touchait combien, ni selon quels critères exacts. Comme les citoyens brestois en fait, puisque leurs élus percevaient des indemnités qui n'étaient pas celles qui étaient votées en conseil municipal, en toute transparence. Alors que risquent justement ces élus devant la justice ? L'enquête a été ouverte pour détournement de fonds publics. Sur ce point, aucune infraction n'a été mise au jour jusqu'à présent. Mais les déclarations d'Alain Masson pourraient étendre les poursuites à de possibles infractions de blanchiment, de fraude fiscale et d'abus de confiance. Les investigations vont maintenant aller plus loin. Le risque immédiat pour la majorité socialiste et politique, celle-ci est sonnée par ces révélations et menacée d'explosion. D'ailleurs, François Cuyandre a accepté la démission de son adjoint en fin d'après-midi. Le maire de Brest souhaite désormais que la justice puisse faire sereinement son travail. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Hervé Chambonnière pour ces informations et puis vos articles sont à retrouver sur letélégramme.fr. Dans l'actualité également, nous avons appris ce mercredi le report du départ de la première édition de la double transatlantique à la voile Lorient-les Bermudes-Lorient. Le départ aurait dû avoir lieu le 5 mai 2019. Mais problème, les bateaux engagés, principalement les ultimes, ont subi de lourds dégâts durant la route du Rhum. Les délais de réparation sont trop longs. Pour l'heure, l'organisation n'a pas donné de date pour le départ. Cette annonce pourrait aussi remettre en cause une autre course, la Brest Ocean, un tour du monde en solitaire en multicoque qui doit partir le 29 décembre 2019. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Rebondissement dans l'enquête sur le meurtre du pâtissier de Plonévé-du-Fou dans le Finistère. Lundi, 3 personnes auraient été interpellées, dont l'ex-femme de la victime. Pour rappel, en août dernier, le pâtissier et sa compagne d'alors ont été pris pour cible avec une arme à feu alors qu'ils quittaient leur domicile. Seule la jeune femme a survécu à ses blessures.
Environ 150 élèves ont été évacués de l'internat du lycée public de Landerneau mardi soir. Plusieurs chambres sont infestées de punaises de lit. Les pensionnaires sont donc de retour à la maison, le temps que le traitement insecticide fasse son œuvre. Les élèves devraient retrouver leur lit en début de semaine prochaine. Plusieurs élus bretons sont conviés à l'Élysée par Emmanuel Macron ce mercredi soir. Mais certains, comme Johan Nedelec, l'édile Durelec-Quéruon, ne s'y rendront pas. Un moyen de protester contre l'absence du chef de l'État au Congrès des maires de France. David Robault et Christian Troidec, les maires respectifs de Vannes et Carhaix, seront eux bien présents à l'Élysée. Le mouvement des Gilets jaunes a perdu en vigueur ce mercredi. Les effectifs ont diminué un peu partout en Bretagne et certains barrages ont été levés, comme à Lannion et Guingamp. Pour autant, un noyau dur de Gilets jaunes est toujours actif. À Pontivy, le centre des finances publiques a été bloqué et à Lorient, les manifestants s'organisent déjà pour la mobilisation nationale prévue samedi à Paris. Et les deux derniers vainqueurs de cette 11e route du Rhum sont désormais connus. En classe 40, Johan Richomme a dominé d'une main de maître la course. Pour sa première transat en solitaire, il est arrivé mardi en 7 jours et 3 heures. Sidney Gavinet a lui franchi la ligne dans la nuit de mardi à mercredi. En s'offrant la catégorie des Rhum mono, le marin a tiré sa révérence de la plus belle des manières. Un quart des exploitations agricoles en France sont gérées par des femmes, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. En Bretagne, depuis 40 ans, ces femmes se retrouvent tous les 10 ans pour un congrès. L'idée est de porter un regard féminin sur les changements qui ont cours dans le monde agricole, mais aussi de témoigner sur leur statut. Karine Chevrolier a rencontré l'une de ces agricultrices dans le Morbihan. Portrait. L'agriculture, Gwenaëlle Pérenec est tombée dedans toute petite. Prendre la relève de la ferme familiale, une évidence à seulement 10 ans. J'allais tout le temps aider mes parents, je donnais à boire aux veaux, j'aimais bien, c'est quelque chose qui me plaisait. En grandissant, ça s'est confirmé et puis j'ai fait des études agricoles et ensuite je me suis installée. Cette voie, elle ne l'aurait pas suivie si elle avait été seule. Depuis 30 ans maintenant, Gwenaëlle est installée en GAEC avec son frère. La recette du bon fonctionnement, que chacun trouve sa place sur un terrain d'équité et d'entraide. Je suis chargée particulièrement de la volaille et des tâches administratives. Le paillage, quand il faut pailler avec la pailleuse, mon frère vient m'aider. Et vice-versa, je vais aider pour les vélages ou pour les vaccinations. Répondre aux attentes sociétales, aux nouvelles normes ou aux associations contre l'élevage font partie d'un quotidien déjà bien rempli. Mais pour Gwenaëlle, être une femme agricultrice est une force sur une exploitation. L'agricultrice, pour moi, permet de maintenir l'équilibre sur beaucoup d'exploitations, de par leur rigueur administrative, leur talent de négociatrice et beaucoup d'autres qualités plus ou moins cachées, mais elles passent peut-être plus facilement face au public. Ce jeudi, comme plus de 200 agricultrices, elle va participer à la 5e édition d'un congrès qui leur est consacré, un rendez-vous né il y a 40 ans. On remet au bout du jour ces enjeux, ces questions autour de la place de la femme en agriculture. Les clichés perdurent encore parfois et l'idée aussi de ce congrès, c'est de revendiquer qu'on peut être femme, agricultrice, chef d'entreprise. Il y a vraiment la volonté de donner ce regard féminin sur les enjeux du monde agricole. Depuis le premier congrès de 1977, le statut de ces agricultrices a considérablement évolué, avec tout simplement la reconnaissance pour ces femmes du travail accompli. Nous parlons commerce maintenant et aujourd'hui, les boulangeries du Morbihan doivent fermer un jour par semaine selon un arrêté préfectoral de 1996. Cette règle pourrait changer car la Fédération des entreprises du boulangerie a demandé l'abrogation de cet arrêté. Pour l'heure, l'État et la justice n'ont pas réussi à trancher et à savoir exactement ce que veulent les 1083 établissements du département. La préfecture a convoqué les principaux acteurs de ce dossier ce jeudi. Fanny Cocognier fait le point. Comme les 448 artisans boulangers du Morbihan, le magasin d'Éric Blanchot à Locminé peut ouvrir 6 jours sur 7. Dans cette commune de 4200 habitants, les 4 boulangeries s'organisent pour que les clients aient du pain chaque jour. Éric Blanchot, président de la Fédération des boulangeries du Morbihan, défend le fait de continuer à n'ouvrir que 6 jours sur 7. Cet arrêté, il est là pour protéger les artisans, il est là pour protéger la qualité de vie du boulanger.
de tous les boulangers, des grandes structures ou de petites structures. Fermer un jour par semaine, ça nous protège par rapport à la concurrence déloyale où il peut y avoir des grandes entreprises et eux, avec la structure et le personnel qu'ils ont, ils peuvent ouvrir 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver des repreneurs pour nos entreprises. Ce n'est pas de travailler 7 jours sur 7 qui va nous favoriser l'accès aux repreneurs. Des arguments que ne partage pas Karine Drouard, gérante d'une enseigne franchisée depuis 18 ans à Pontivy. Le pain qu'elle commercialise arrive surgelé cru d'une usine vendéenne. Il représente 15 à 20% de son chiffre d'affaires. En mars 2017, le magasin a été condamné pour commercialiser du pain 7 jours sur 7. Pour eux, respecter l'arrêté préfectoral est compliqué quand on commercialise des viennoiseries et sandwichs chaque jour de la semaine. C'est l'incompréhension du client. Si je leur dis qu'on ne vend pas de pain, voilà, ils ne comprennent pas. Ne pas vendre de pain une journée par semaine, c'est ne pas répondre à l'attente du client et le consommateur n'est pas content. On a toujours vendu du pain, on a un commerce de proximité, on est en plein centre-ville, on répond tout simplement à la demande de la clientèle. On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, et on a embauché spécialement pour ça. Depuis l'hiver dernier, les professionnels du Finistère ont le droit d'ouvrir 7 jours sur 7, tout comme les boulangers d'Ille-et-Vilaine depuis le printemps. Depuis ce lundi, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Et pour éviter de créer des déchets, il faut moins produire et donc plus recycler. Un concept justement se développe pour trouver des objets d'occasion. Ce sont les vides-greniers permanents. Après Caudan et Fougères, 2 autres magasins ont ouvert ces derniers jours à Pontivy et Saint-Évarzec, près de Quimper. Juliette Roger s'y est rendue. 1 € et 1 €. Voilà, on met 1 €, voilà. 1 € comme ça. C'est comme vous voulez en lot ou à l'unité. Avec un carton rempli de bibelots dont elle n'a plus besoin, cette cliente a loué l'un des 160 stands de ce vide-grenier permanent. Un nouveau concept véhiculé par la franchise Au Vide-Grenier qui, après l'Ille-et-Vilaine, fait son apparition dans le Finistère. Nous donnons la possibilité aux particuliers d'installer et de gérer leur stand et de créer un compte qui sera ad vitam pour eux. Et on leur fournit des étiquettes pour leurs articles. Lorsqu'ils vont mettre en place leur stand, ils vont choisir eux-mêmes le tarif de leur article et en passant en caisse, les acheteurs nous donnent ces articles, on récupère le code client, on récupère le tarif et ça incrémente le compte. Ouvert vendredi dernier, le magasin fait déjà ses preuves. Il faut désormais attendre fin décembre pour réserver une place. Annie est la dernière à être venue exposer ses objets. Vide-grenier classique, vous êtes sur le pont à 7h du matin jusqu'à 18h. Et je me suis vue faire des vides-greniers et faire 1 € de bénéfice pour toute une journée passée. Donc c'est pour ça que le concept m'intéresse quand même beaucoup mieux. Depuis 2014, le nombre d'objets réemployés a augmenté de 30% en France, avec 6700 structures qui développent ce recyclage. Des pratiques qui s'installent dans les habitudes. C'est aussi donner une autre vie aux objets plutôt que dans la société où ça plaît plus, on jette. Je trouve que c'est un bon système. Qu'on ait ou pas les moyens d'ailleurs d'acheter neuf. Plus forcément une question de budget, mais de consommer différemment. Un mouvement qui prend tellement d'ampleur qu'Antoine Renaud pense déjà à un prochain magasin. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.